Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours 5.2 de la formation Crypto 301. Dans ce cours, nous allons étudier plus en détail ce que sont les clés étendues. Vous en avez sûrement déjà entendu parler, vous les avez déjà croisées si vous avez manipulé un petit peu un portefeuille. Ce sont la Xpub, la Zpub, la Ypub. Nous allons voir qu'est-ce que veulent dire tous ces préfixes, pourquoi est-ce qu'ils sont utilisés, qu'est-ce que représente la clé étendue, et nous allons voir également comment calculer, comment créer cette clé étendue. C'est parti. Souvent confondues avec la clé maîtresse, les clés étendues, également nommées clés extensibles, sont pourtant bien différentes de celles-ci. C'est ce que nous allons étudier dans ce cours 5.2. Alors, pour rappel, nous avons vu dans les cours précédents que la base du portefeuille déterministe hiérarchique, portefeuille HD, est constituée tout d'abord d'une entropie, une source externe d'aléatoire, une source de bruit, une source d'information, qui va nous permettre de générer un nombre aléatoire, qui va lui-même nous permettre, par l'ajout de sa checksum, de générer une phrase mémonique, également appelée phrase de récupération. Avec l'éventuelle passphrase choisie par l'utilisateur, on va pouvoir constituer la graine du portefeuille, qui va nous permettre elle-même de générer la clé maîtresse et le code de chaîne maître, qui se trouve tout en haut de la hiérarchie du portefeuille. Donc l'objectif du portefeuille HD, pour rappel également, c'est de dériver plusieurs paires de clés enfants que l'on pourra utiliser pour générer des conditions de dépense sur des UTXO afin de bloquer des bitcoins et donc de conserver des bitcoins sur un portefeuille. Chaque paire de clés est composée de 3 parties. C'est ce que nous avons vu dans le cours précédent. La clé privée, la clé publique et le code de chaîne. En théorie, une clé étendue représente simplement la concaténation de n'importe quelle clé publique ou privée et de son code de chaîne associé. En réalité, le terme de clé étendue est aujourd'hui utilisé seulement, ou en grande majorité, pour désigner les Xpub, XPRV, c'est-à-dire les paires parents d'un compte. Nous allons voir plus tard, lorsque l'on va étudier la structure du portefeuille HD, ce que sont les comptes, et où se trouvent les Xpub dans les chemins de dérivation. Donc, comme on va le voir également dans le cours suivant où on va étudier la dérivation de père-enfant, une clé privée parent seule ou une clé publique parent seule ne permettent pas de dériver les clés enfants descendantes de cette paire. Pour ce faire, il faut nécessairement disposer du code de chaîne qui est associé à la paire de clés parents en question. Donc, je répète ce que je viens de dire. Pour dériver une paire de clés enfant depuis une paire de clés parents, on a besoin soit de la clé privée avec le code de chaîne, dans ce cas on verra qu'on pourra dériver des clés privées et plusieurs autres choses, soit de la clé publique avec le code de chaîne, et dans ce cas on pourra dériver uniquement des clés publiques, mais ça on va le voir dans le prochain cours. Donc l'idée de la clé étendue, ça va être d'agréger ces deux informations qui sont nécessaires pour la dérivation, c'est-à-dire une des deux clés parents, plus le code de chaîne. Comme ça, en une seule chaîne de caractères, on aura l'intégralité des informations nécessaires pour dériver des clés enfants. Donc c'est ce que vous voyez sur le schéma ici sur la diapositive. J'ai pris l'exemple d'une paire de clés par an, donc on s'en fout un petit peu de la place de cette paire de clés dans le portefeuille, ça peut être n'importe quelle paire de clés. Ici vous avez une clé privée, donc comme on a vu dans le chapitre 3, une clé privée c'est généré à partir d'un nombre aléatoire ou pseudo-aléatoire. En utilisant ECDSA, c'est-à-dire l'addition et le doublement de points sur les courbes elliptiques, on va pouvoir générer une clé publique. C'est ce que vous voyez ici. Et donc, lors du processus de dérivation, on a généré également un code de chaîne qui est associé à cette paire de clés, donc qui est unique pour cette paire de clés. Voilà. Et donc, pour générer une clé étendue, on va devoir agglomérer deux informations, la clé parent et le code de chaîne. En l'occurrence, pour générer une clé privée étendue, on va concaténer le code de chaîne, que vous voyez ici, et la clé privée parent. Ça nous donne la clé privée étendue. Et pour avoir la clé publique étendue, on va concaténer, mettre ensemble la clé publique parent et le code de chaîne associé à la paire parent. Et lorsque ces clés étendues sont mises en forme, elles disposent d'un préfixe qui permet de les différencier, et donc ainsi les clés privées étendues commencent par XPRV, YPRV, ZPRV, etc. Et les clés publiques étendues commencent par Xpub, Ypub, Zpub, etc. Mais je vous reparle plus en détail de ces préfixes
dans ce cours un petit peu plus loin, à la fin de ce cours. Donc, dans le processus de dérivation, une clé étendue ne pourra pas dériver n'importe quoi. Ça va dépendre du type de clé. La clé publique étendue, en l'occurrence, ne pourra dériver que des clés publiques enfants normales. Donc, c'est ce que vous voyez ici. En utilisant la clé publique étendue, on peut dériver des paires de clés, des clés publiques enfants, le code de chaîne qui est associé à cette clé publique, et seulement pour une dérivation normale. C'est ce que vous voyez noté ici. En revanche, pour une clé privée étendue, on va pouvoir dériver de tout. On pourra tout dériver. C'est-à-dire que l'on pourra dériver des clés enfants à la fois publiques et privées sur une dérivation endurcie ou normale. Ces deux types de dérivations sont importants à comprendre et on va les étudier dans le cours suivant. On va voir leur fonctionnement plus en détail dans le cours suivant. Mais une dérivation normale, ça va être une dérivation qui est réalisée à partir d'une clé publique en base de la fonction de dérivation. Et une dérivation endurcie, c'est une dérivation qui se fait à partir de la clé privée. Donc à partir de la clé privée étendue, on pourra dériver des clés enfants endurcies, privées ou publiques. À partir de la clé publique étendue, on pourra dériver seulement des clés publiques enfants normales. Et étant donné que l'on peut déterminer la clé publique en sachant la clé privée par addition et doublement de points sur les courbes elliptiques, eh bien, dans ce cas, la clé privée étendue permet bien également de dériver des clés enfants normales. Donc à partir de la clé privée étendue, on dérive de tout, et à partir de la clé publique étendue, on dérive uniquement des clés publiques enfants normales. C'est notamment grâce à ce principe que vous pouvez dériver, retrouver toutes vos adresses, voir le solde de votre portefeuille et dériver de nouvelles adresses uniquement avec la Xpub d'un compte, sans pouvoir remonter jusqu'aux clés privées qui correspondent aux clés publiques qui ont été dérivées. Donc nous avons pu voir à quoi sert une clé étendue, quel est son rôle dans les dérivations du portefeuille HD. Maintenant, nous allons voir comment se construit la clé étendue. Alors, nous avons déjà parlé précédemment du préfixe qui se trouve à la base de la clé étendue. Ce préfixe, donc XPRV, XPub, YPub, ZPub, c'est ce qui vous permet de reconnaître d'un coup d'œil à quoi correspond cette clé étendue, est-ce que c'est une clé étendue publique ou privée, et quel est l'objectif de cette clé étendue. En plus de ce préfixe et de la charge utile de la clé étendue, c'est-à-dire le code de chaîne et la clé parent, il va y avoir différentes métadonnées qui sont ajoutées pour donner des indications sur cette clé étendue, sur sa place et sur son rôle au sein du portefeuille. Donc, évidemment, la première donnée, c'est la version. C'est ce que l'on vient de parler, c'est le préfixe. Ici, donc, 4 octets lui sont réservés pour pouvoir noter Xpub, XPRV, etc., etc. La deuxième donnée qui est ajoutée à la clé étendue, c'est la profondeur de la clé étendue. La profondeur, ça va être le nombre de dérivations parent vers enfant qu'il y a eu entre la clé maîtresse et la clé étendue. Par exemple, si l'on a effectué 3 dérivations depuis la clé maîtresse pour arriver jusqu'à cette clé étendue, nous sommes actuellement en profondeur 3, donc cette métadonnée qui fait 1 octet, on va noter tout simplement le chiffre 3. Ensuite, on va également noter l'empreinte de la clé publique parent. Donc, ce sont les 4 premiers octets du H160 de la clé publique parent. Donc H160, rappelez-vous, on en a parlé longuement dans le chapitre 2 sur les fonctions de hachage. Il évoque un double hachage, d'abord SHA-256 puis RIP-MD160, ce qui permet de réduire une information à 160 bits. Et nous, on récupère les 4 premiers octets de ce hash de la clé publique parent, et on vient les ajouter ici dans les métadonnées de notre clé étendue. Ensuite, on va avoir évidemment l'index que vous voyez ici en orange, donc on réserve 4 octets également pour l'index. L'index, ça va être le numéro de la paire qui est utilisée pour générer la clé étendue parmi ses sœurs. Par exemple, si l'on souhaite dériver la Xpub de notre troisième compte, eh bien son index sera 2. Tout simplement, puisqu'il y a d'abord l'index 0, puis 1, puis 2. Le troisième index, c'est 2. Et donc ça, c'est l'index qui a été utilisé dans la fonction de dérivation pour passer de la clé parent à la paire de clés pour laquelle on souhaite générer une clé étendue. Et on va également noter cet index dans les métadonnées pour pouvoir s'y retrouver entre les différentes clés étendues. Ensuite, ici, on a la charge utile de la clé étendue, payload en anglais. Donc, c'est le code de chaîne
et la clé parent, donc clé publique ou clé privée. C'est ce qui va nous servir évidemment à effectuer les dérivations ensuite. Ce sont les deux informations utiles dans la clé étendue. Donc on a 32 octets réservés pour le code de chaîne. Rappelez-vous, un code de chaîne, cela fait 256 bits, donc 32 octets. Et ici, on voit 33 octets réservés pour la clé parent, pour la clé pour laquelle on veut générer une clé étendue en tout cas. Pourquoi 33 octets? Eh bien, la clé privée fait 32 octets, mais nous avions vu dans le chapitre 3 qu'une clé publique compressée fait 33 octets, soit 264 bits. Pourquoi 264 bits? Eh bien, rappelez-vous qu'une clé publique brute fait 512 bits. Elle est identifiée par deux informations, sa coordonnée en ordonnée et son abscisse, c'est-à-dire qui permet de donner le point sur la courbe elliptique. Donc on met à la suite son abscisse, son ordonnée. Mais il existe un autre format que l'on peut donner à une même clé publique, tout en conservant les mêmes informations qui permettent de l'identifier sur la courbe elliptique. C'est une clé publique compressée. Et la clé publique compressée, le principe c'est que l'on garde uniquement l'abscisse du point qui nous donne la clé publique, donc la valeur de x, et ce x, il va avoir seulement deux y possibles qui nous donnent un point sur la courbe elliptique. Donc nous, on va simplement rajouter un préfixe à la clé publique qui fait un octet, qui va nous indiquer laquelle des deux valeurs y possibles correspond à notre clé publique. Donc ici, on va utiliser une clé publique compressée. Et une clé publique compressée, ça fait 33 octets. Néanmoins, pour avoir une taille standard au niveau des clés étendues, on va garder 33 octets. Donc si on a la clé publique, c'est parfait, elle fait 33 octets. Et si on a la clé privée qui ne fait que 32 octets, on va concaténer à la base l'octet 00 ici en hexadécimal que vous voyez. Donc ça, on le met à la base de notre clé privée dans la génération de notre clé étendue. Et ensuite, on va prendre toutes ces informations ici, hop, on va calculer leur checksum en utilisant la fonction h256. Donc pour rappel, h256, c'est un double hachage SHA-256. Et on va garder les premiers octets, les premiers 4 octets de ce hachage pour constituer une checksum pour notre clé étendue. Voilà, donc toutes ces informations, elles sont généralement représentées en base 58. C'est ce qui nous permet de voir le préfixe ici avec les bonnes lettres. Et en base 58, par exemple, une xpub, une clé publique étendue, va nous donner ceci en format. On peut également s'amuser à convertir notre clé étendue en base 16, c'est-à-dire en hexadécimal. C'est ce que j'ai fait ici. Donc j'ai repris la xpub qui est au-dessus, je l'ai convertie en hexadécimal en base 16. Alors oui, j'ai oublié de vous dire, toutes ces informations-là pour la clé étendue, en tout, ça fait 78 octets sans la checksum et 82 octets avec la checksum. Donc une clé étendue, clé privée ou clé publique étendue, fait en tout 82 octets. Donc, si on revient à notre hexadécimal, ici, je vous ai mis en couleur toutes les métadonnées correspondant à la couleur dans le tableau au-dessus. Donc ici, vous pouvez reconnaître en vert la version, c'est-à-dire le préfixe. Ici, ce préfixe en hexadécimal, ça nous donne xpub en base 58, ce que vous voyez là. Ici, vous avez donc la profondeur de la xpub. Rien d'étonnant, c'est en profondeur 3, c'est-à-dire que c'est une paire parent d'un compte. Ici, en noir, vous pouvez voir l'empreinte de la clé parent, c'est-à-dire le H160 de la clé publique parent de cette clé étendue. Ici, vous avez l'index de la clé. Alors, l'index de la clé, oui, ici, étant donné qu'on parle d'une xpub, elle a été dérivée de façon renforcée. Et donc, comme on va le voir ensuite quand on va étudier les chemins de dérivation, les dérivations renforcées commencent à partir des index 2 puissance 31, c'est-à-dire en hexadécimal 8 0 0 0 0 0 0 0. Donc, c'est ce que vous voyez ici. Donc ça correspond au premier index de dérivation renforcée. Et donc, visiblement, c'est la xpub du premier compte du portefeuille. Encore une fois, je vous en parle vraiment dans le cours, dans les 2 cours suivants. On va vraiment étudier ces systèmes de dérivation, chemin de dérivation, etc. Ensuite, en rouge, ici, vous voyez le code de chaîne. Donc ça, c'est le code de chaîne de notre paire de clés. Et puis, ici, en bleu, vous voyez notre clé publique, qui est une clé publique compressée. Voilà, c'est ce qui correspond à ça, cette case. Et d'ailleurs, sur cette clé publique compressée en bleu, on reconnaît facilement le préfixe, ici 03,
qui est l'octet supplémentaire qui a été ajouté à la valeur de X de la clé publique. Donc là, à partir de 77 de C jusqu'à 0,5, en fait, c'est la valeur de X de la clé publique, c'est-à-dire son abscisse sur le graphique. Et ici, on a 0,3 qui nous indique que on doit choisir le Y impair. Tout simplement, voilà, juste pour faire un lien avec ce que l'on avait dit dans le chapitre 3. Et évidemment, ici en rose, à la fin, vous voyez les 4 premiers octets de la checksum de tout ce qui vient précédemment. Alors ça, on peut pas différencier, là, tout ce que je vous ai fait, différencier les couleurs, on peut pas le faire sur une Xpub comme ça en base 58, ça correspond à rien. Mais en hexadécimal, on peut bien différencier les différentes parties de la clé étendue. Ensuite, je voulais vous parler également rapidement des préfixes. Ici, vous pouvez voir dans ce tableau la majorité, les principaux préfixes de clés étendues qui sont utilisés sur Bitcoin et leur signification. Donc ici, vous avez les préfixes en base 58, c'est ce que l'on avait vu, Xpub, XPRV, Tpub, TPRV, ici vous avez Zpub, ça c'est ce que vous connaissez, c'est ce que vous voyez sur votre portefeuille. Ensuite, donc vous avez la conversion en base 16, donc si on convertit Xpub, qui est en base 58, en base 16, c'est-à-dire en hexadécimal, c'est ce que l'on a vu, ça donne 0488, B21E, etc. Ensuite, ici je vous ai noté le réseau, donc Xpub, XPRV c'est sur mainnet, l'équivalent sur testnet ça va être Tpub, TPRV, Zpub ici c'est sur mainnet, l'équivalent c'est Vpub sur testnet. Je vous ai noté également l'objectif, donc ça on va le voir plus en détail dans le cours suivant, mais ça permet de voir à quoi cela correspond. Donc quand vous avez une Xpub, ça va correspondre soit à un standard Legacy, soit à un standard Segwit V1, également nommé Taproot. Et donc les scripts associés à Xpub, ça va être les scripts Pay2Public Key Hash et P2TR, Pay2Taproot. Ça veut dire que quand vous avez une Xpub à la tête d'un compte, ensuite ce que l'on va dériver, ce que l'on souhaite dériver, c'est des adresses en Pay2Public Key Hash ou en Pay2TR ou des clés publiques directement. Et donc les chemins de dérivation correspondants, ici ça peut être soit M/44 apostrophe /0 apostrophe, soit M86 si vous êtes sur Taproot. Et donc ici on voit que c'est une clé publique. Voilà. Donc là vous pouvez étudier, vous pouvez mettre pause, regarder un petit peu à quoi correspond chaque préfixe au niveau des standards. Et si vous ne comprenez pas cette partie, là, chemin de dérivation, script associé, objectif, tout ça on va le voir dans les chapitres suivants, donc c'est normal, vous pouvez également y revenir à ce tableau plus tard. Donc ceux que vous allez le plus croiser, en général les PRV, c'est-à-dire les clés privées étendues, vous les croisez jamais. Par contre, vous avez souvent affaire à la Xpub, à la Zpub, qui sont les plus répandus. Xpub pour les standards Legacy et Segwit V1 et Zpub pour les Segwit V0. Et ça, ce sont donc les préfixes qui nous permettent de construire une clé publique étendue parent d'un compte. Donc, pour conclure, nous avons vu que une clé étendue et la clé maîtresse d'un portefeuille sont deux éléments bien différents. La clé maîtresse, ça va être la première clé qui est dérivée depuis la graine, qui est associée également au code de chaîne maître. Donc la clé maîtresse, c'est vraiment une clé privée. Et une clé étendue, c'est autre chose, ça peut se trouver à n'importe quel endroit dans le portefeuille, et elle est simplement constituée d'une concaténation du code de chaîne d'une paire de clés et de la clé correspondante, soit clé publique, soit clé privée, avec évidemment quelques métadonnées, nous les avons vues, notamment un préfixe qui permet de différencier les clés étendues. Donc cela n'a rien à voir, une clé étendue et une clé maîtresse ne sont pas à confondre. Nous avons vu également qu'une clé publique étendue permet uniquement de dériver des clés publiques enfants normales et une clé privée étendue permet de dériver n'importe quelle clé enfant. Je vous en parle plus en détail dans le cours suivant également. Et nous avons vu qu'en pratique, on ajoute à une clé étendue des métadonnées, notamment un préfixe, qui permettent de les reconnaître et d'en faciliter leur utilisation. Voilà, c'est terminé pour ce cours 5.2. Dans le cours suivant, le cours 5.3, nous allons étudier ensemble la dérivation des paires de clés enfants. Donc on va voir concrètement quelle est la fonction de dérivation utilisée sur Bitcoin, comment on passe d'une paire de clés parents à une paire de clés enfants. On va voir qu'est-ce que sont ces fameuses dérivations renforcées, dérivations normales, et vous allez voir que l'on va utiliser justement ce que l'on a vu dans ce cours,
avec les clés étendues et dans le cours précédent où on s'était arrêté simplement à la clé maîtresse du portefeuille. Donc je vous invite à cliquer tout de suite sur ce cours 5.3 et je vous dis à tout de suite.